Bonjour. Première table ronde de cette seconde journée de la Cloud Week 2022. La table ronde consacrée à la confiance, au cloud de confiance avec Uva Gaix. Pour évoquer ce sujet, nous avons deux invités que je vous invite à découvrir. À ma droite, Bernard Ourganlian. Bernard, vous avez rejoint Microsoft France en 1999 au poste de directeur technique. J'ai envie de dire que déjà rien que ça, depuis cette temps d'années, ça vous classifie tout de suite en expert dans tous les domaines de l'informatique. Vous êtes aujourd'hui au comité de direction de Microsoft France, depuis 2009 d'ailleurs, hein. Vous êtes également administrateur du Syntec numérique et de l'université Paris-Sud. Et plein d'autres choses que j'oublie, j'imagine. Donc voilà. Et vous allez donc nous parler de la présence de Microsoft au sein de GaiaX et de toutes les ambitions autour du cloud. Notre deuxième invité sur cette table ronde, c'est Olivier Senot de DocaPost. Donc Olivier, après une formation scientifique, vous êtes devenu un expert sur la reconnaissance vocale, puis vous vous êtes tourné vers la sécurité physique des données. Et que vous n'avez pas quitté depuis. C'est un domaine qui vous occupe, j'imagine, à plein temps. Vous êtes aussi un expert de la blockchain. D'ailleurs, vous avez réalisé plusieurs designs. On parle d'Archipel, par exemple, qui est la blockchain de confiance et de certification documentaire. Vaste sujet également. Et en 2020, vous avez rejoint GaiaX en tant que membre fondateur et VP Communication jusqu'en juillet 2021. Vous êtes toujours membre de GaiaX et vous traitez également de l'informatique quantique et de des certificats post-quantiques. Hein, voilà, également un vaste sujet. Vous êtes également le président de CENTTC 224 de l'AFNOR, qui est une norme, mais vous pourriez y revenir si vous le souhaitez. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur cette Cloud Week. Le projet GaiaX, parlons-en. Déjà, on va peut-être l'évoquer pour ceux qui ne le connaisseraient pas. De quoi s'agit-il? Est-ce que l'un d'entre vous veut démarrer? Peut-être vous, Olivier. Qu'est-ce que GaiaX pour les néophytes qui l'ignoreraient? Alors, comment peut-on ignorer GaiaX aujourd'hui? Bonjour Yves. GaiaX est un vaste projet européen, mondial, qui vise à fédérer autour d'une infrastructure logique l'ensemble des clouds européens et mondiaux, puisque au sein de GaiaX, on retrouve l'ensemble des acteurs du cloud. Donc GaiaX est vraiment un objet technique et logique permettant aux utilisateurs, puisque on va tout de suite aller vers les usages, aux utilisateurs de consommer des services dans un environnement de confiance. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer aujourd'hui GaiaX. Bernard, GaiaX, c'est également présenté comme une plateforme, finalement, sur laquelle on peut développer des services et des projets de confiance au niveau européen. Quand on parle de plateforme, c'est quand même un des métiers de Microsoft. Votre présence au sein du projet GaiaX n'est pas anodine. Non, bien évidemment. Donc, on n'est pas effectivement membre fondateur de GaiaX, ce qui est relativement normal puisqu'on est une entreprise américaine. Donc, on est ce qu'on appelle les Day One Members, c'est-à-dire en fait partie de l'ensemble des sociétés européennes ou autres qui effectivement se sont intéressées très tôt à l'avènement de GaiaX, avec comme objectif finalement, dans une logique où finalement l'objectif c'est de pouvoir partager des données avec un certain niveau de confiance, il nous paraissait tout à fait normal d'y être associé et de pouvoir y contribuer. Et donc effectivement, de notre côté, on s'est beaucoup engagé pour y contribuer, de telle façon que l'ensemble des services de GaiaX puissent, suivant certains niveaux de confiance sur lequel peut-être on reviendra, le permettre. Donc l'idée, c'est simplement de pouvoir contribuer à ce projet qui finalement sert des intérêts naturels de nos utilisateurs, qui consiste essentiellement à se dire: je suis client de Microsoft, certes, mais je ne suis pas que client de Microsoft. J'ai donc envie de pouvoir faire tourner mes charges de travail sur des environnements cloud divers. Et donc l'idée d'avoir un framework qui permette effectivement, avec un certain niveau de confiance, de partager des données par exemple, c'est évidemment un projet qui ne pouvait que nous intéresser.
Tout à fait. Olivier, la confiance, c'est le terme central finalement du projet, mais malgré tout, c'est un terme qui est souvent associé à d'autres termes comme la souveraineté haute, qui sont un peu galvaudés par les temps qui courent. La confiance, c'est quoi pour vous et pour Gaia X? Alors, la confiance, c'est quoi? C'est une excellente question. L'intérêt de la confiance, c'est qu'elle peut être mesurée. On sait mesurer un niveau de confiance à l'aune soit d'une réglementation, soit d'une qualification. C'est ce qui se passe dans le monde des certificats, dans le monde de l'identité. Dans le monde du cloud, ce que l'on a voulu mettre en place avec le framework Gaia-X, c'est la capacité pour un utilisateur d'avoir les métriques de confiance auxquelles sont accrochés les différents services. Donc on a défini dans le framework basiquement 3 niveaux de confiance représentés par 3 labels. 1, 2, 3, qui s'appuient tous les 3 sur l'ENISA, qui est la norme européenne. Et puis, dans le label 3, on s'est également attaché à démontrer à l'utilisateur que pour les services sélectionnés, donc ça ne concernera pas tous les services, mais une partie des services sélectionnés, l'utilisateur aura en face de lui des services qui sont étanches aux lois extraterritoriales, comme le Cloud Act ou le FISA 702 par exemple. Et pour mettre en place ces labels, il y a un certain nombre de critères qui ont été définis sur la géolocalisation des data centers, l'origine des marques, est-ce qu'elles sont européennes, est-ce qu'elles sont américaines, chinoises, indiennes. Et en fonction de tous ces critères, on va pouvoir offrir à l'utilisateur, comme le disait Bernard, le choix dans les services qu'il utilise par rapport aux données qu'il a en sa possession. Ces services vont permettre effectivement le processing de données, le processing au travers d'un certain nombre de services, que ce soit du service de stockage au service d'analyse d'IA par exemple. Au travers de ce framework, il va pouvoir choisir et il va pouvoir orienter ses données pour son propre compte. Mais Gaia-X, c'est également un autre aspect, l'aspect de partage de données, puisqu'on sait bien aujourd'hui que les données que possède une entreprise ne sont parfois pas suffisantes. Et donc est venu le besoin exprimé par les utilisateurs d'avoir à disposition des data spaces. Et ces data spaces vont s'appuyer également sur le framework Gaia-X et sur le framework de confiance Gaia-X. Voilà pour une courte définition de la confiance, même si chez DocaPost, évidemment, c'est notre leitmotiv, puisque c'est notre objectif d'apporter la confiance dans les échanges numériques. La confiance pour Gaia-X, c'est de permettre aux utilisateurs de savoir où vont leurs données, à qui ils confient leurs données, sur quel matériel, sur quel logiciel et dans quel environnement géographique ils vont pouvoir confier leurs données à un service cloud. Tout à fait. On parle d'environnement géographique. Rappelons que Gaia-X est un projet européen. J'imagine que pour Microsoft, c'est aussi un point qui est essentiel. C'est la régionalisation de tous les travaux, efforts et services que vous développez au travers d'une plateforme peut-être pas unique, mais qui est au moins représentée dans tous les pays d'Europe. Oui, le gros intérêt de Gaia-X, si effectivement Gaia-X va jusqu'au bout de ses promesses, c'est effectivement d'avoir au sein de l'environnement continental européen une même vision de la notion de confiance, une même vision de ce qu'on pourrait appeler le répertoire des services, puisqu'il y a cette notion au sein de Gaia-X à travers la notion de registry qui effectivement va permettre de référencer des services avec un certain nombre de propriétés qui sont notamment les propriétés de confiance dont on parlait à l'instant. Donc, de toute façon, pour nous, l'Europe est évidemment un environnement extrêmement important, à la fois parce que c'est effectivement sur le plan du nombre d'utilisateurs un continent qui pèse plus lourd que les États-Unis, donc on ne peut pas se permettre d'ignorer ce continent. Ça représente une partie très significative du chiffre d'affaires de Microsoft, donc il n'était pas imaginable de se séparer de ce contexte, en sachant que il y a évidemment
plein de défis à relever. On a parlé des labels tout à l'heure, et donc en particulier le fameux label niveau 3 ou high, suivant la définition de l'ENISA au sein de son schéma de certification de cloud européen, qui effectivement présente un certain nombre de défis pour des sociétés comme les nôtres. Donc, la géolocalisation, c'est un sujet facile parce que ça fait déjà longtemps qu'on a ouvert des data centers en France et en Europe, donc c'est pas vraiment ça le problème. Ce qui est effectivement plus un problème, c'est tout ce qui tourne de près ou de loin autour de la société qui opère, de la société qui possède, parce qu'effectivement, pour être totalement immunisé contre l'action extraterritoriale de lois, notamment américaines, comme celles qui ont été évoquées tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, il est nécessaire effectivement de s'imposer des exigences supplémentaires. Et ça fait typiquement partie des raisons pour lesquelles, et je pense que c'est un sujet sur lequel on ne reviendra pas forcément en longueur, que nous avons effectivement pris la décision auprès de partenaires tels que Capgemini et Orange d'imaginer la création d'une société bleue à laquelle Microsoft ne sera pas actionnaire du tout, donc n'ayant aucune capacité ni de contrôle, ni de possession, ni d'opération de l'ensemble de ces services cloud, de telle façon qu'on puisse effectivement prétendre, modulo pour ce qui concerne la France, la certification SecNum Cloud, de pouvoir prétendre atteindre ce niveau haut qui nous paraît absolument indispensable pour mériter la confiance de nos clients et utilisateurs potentiels sur l'ensemble du spectre de la confiance, sans se limiter aux deux niveaux inférieurs. Donc notre objectif, c'est de viser le niveau maximum tel qu'il est imaginé à travers Gaia-X. Tout à fait. On ne reviendra pas sur Bleu. On connaît le projet, mais pour l'instant, il n'y a pas d'existence légale. Donc, on en parlera beaucoup plus quand il se sera créé. Olivier, je vais revenir vers vous. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Gaia-X? Qu'est-ce qui a poussé DocaPost à intégrer ce projet? Et qu'est-ce que vous en attendez? Je pense que c'est important pour toutes les entreprises qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer d'une manière concrète, sachant que le problème, c'est que depuis 3 ans que Gaia-X existe, on est encore un peu sur l'attente de voir les premiers résultats très concrets. Alors, je vais répondre à vos deux questions. Qu'est-ce qui nous a séduit dans le projet initial, imaginé en 2019 par Bruno Le Maire et Peter Altmaier en France et en Allemagne? Ce qui nous a séduit, c'est simple, l'unité européenne dans le cloud n'existait pas. Et ce projet est la manifestation d'une unité de l'ensemble des pays européens, et puis sont venus les autres pays du monde, autour d'un framework capable d'offrir des services à un scale mondial. Donc ça c'était le premier projet qui était d'ailleurs et qui est toujours accolé à ce projet de confiance dans le cloud, donc qui a été matérialisé par ces différents labels et qui est à mon sens extrêmement important. Et donc c'était l'opportunité pour des sociétés françaises comme la nôtre de rentrer dans le champ européen du cloud, dont on sait que la progression est de 30 à 40% par an, donc un business important à venir. Pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qu'on peut attendre de Gaia-X? Et depuis 3 ans, il ne se passe rien et on se demande un peu ce qui se passe rien sur Gaia-X. D'un point de vue général, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de travaux qui sont effectués quand même. Il y a énormément de travaux. Il y a des travaux qui ont été lancés notamment l'année dernière, donc en 2021, au travers des programmes GXFS. Donc des programmes qui sont déroulés à la fois par l'Allemagne et la France avec d'autres pays, et qui visent justement à construire les briques technologiques nécessaires pour opérer ces fameux labels, pour opérer les interconnexions entre le cloud, pour opérer les certifications. Donc on va se baser sur des technologies décentralisées pour identifier les services, pour certifier les services, etc. Donc là, la blockchain fait partie aussi de l'environnement Gaia-X. Et puis pour répondre plus concrètement à votre question, tous ces travaux qui ont été menés en 2021 et 2022, notamment au travers des GXFS, mais aussi au travers des data space, vont être présentés et vont être opérationnels
lors du Gaia X Summit du 17 et 18 novembre. Donc un tout petit peu de patience, on est début septembre, voilà, on va bientôt, vous allez bientôt pouvoir mesurer l'ampleur des travaux qui ont été faits et mesurer ce que les utilisateurs vont pouvoir extraire comme valeur de Gaia X, puisque c'est vraiment l'objectif du Summit du 17 et 18 novembre, d'apporter à l'utilisateur les réponses à ces questions qu'il se pose sur « mais où en est Gaia X ?» Tout à fait. Ce qui démontre également qu'il y a une vraie attente actuellement du marché autour de ces travaux. Il y a une vraie attente, puisque le cloud fait partie de ces environnements nécessaires à l'entreprise. Aujourd'hui, il n'existe plus, enfin, il y a deux types d'entreprises, celles qui sont dans le cloud et celles qui y vont. On n'a plus d'autres intermédiaires. Et donc, toutes ces entreprises françaises, grands comptes et PME, SMI, SMB, sont en cours de migration vers le cloud. Et donc, Gaia X va être une des réponses leur permettant d'adresser des services cloud en ayant pleine conscience du niveau de confiance auquel qu'elles peuvent accorder aux services qu'elles utilisent. Tout à fait. Bernard, on va revenir donc chez Microsoft, bien évidemment. Peut-être un rappel avant, parce que le cloud, c'est quelque chose qui est quand même relativement artificiel. On a affaire à quelque chose de très concret derrière, mais à la base, on parle du cloud, du nuage. Bon, et on imagine plein de choses. On oublie souvent que derrière, il faut des infrastructures, il faut des données, il faut des data centers pour les stocker, il faut des réseaux pour que l'information circule. Or, dans ces domaines, tous ces domaines, Microsoft est un acteur important. Je tiens à rappeler quand même que 60% des serveurs dans le monde fonctionnent sous des systèmes Microsoft. Donc, il faut quand même le rappeler, vous êtes incontournable en la matière, ce qui explique en partie votre présence. Microsoft est également un des grands acteurs du cloud, des grands clouds publics, on en connaît quelques-uns, et on parle de plus en plus d'hybridation. Donc, qu'est-ce que Microsoft peut apporter aux entreprises, au-delà du fait que ce sont souvent des infrastructures avec des technologies qui sont connues et maîtrisées dans ces entreprises et avec lesquelles vous collaborez. Donc, qu'est-ce que Microsoft va apporter et qu'est-ce que Microsoft trouve également dans Gaia X ? Donc, pour répondre à la dernière question, quand on regarde un peu le développement de Gaia X, pour un observateur tel que Microsoft, vu, on va dire, de l'extérieur de l'Europe, en fait, on se rend compte qu'il y a des visions entre la France et l'Allemagne qui sont un tout petit peu différentes, qui ont une certaine tendance à converger, mais qui ont démarré de manière assez différente. Pour une raison assez simple, c'est qu'en France, il y avait des fournisseurs, des hébergeurs ou des fournisseurs de cloud, alors qu'en Allemagne, finalement, il y en avait très peu. Par contre, en Allemagne, il y avait une volonté, à travers finalement une approche verticalisée par industrie, de pouvoir aborder le plus vite possible des scénarios d'usage. Et donc, en fait, les premières expérimentations de Gaia X, entre guillemets, en vraie grandeur, ont été réalisées en Allemagne, souvent sur des approches effectivement industrielles. Donc ça a été par exemple la création du consortium Catena X au niveau de l'automobile, du consortium Eona X qui a été créé par Amadeus, auquel Renault que Renault a rejoint récemment. Et donc en fait, cette approche par les usages est une approche qui effectivement n'est pas contradictoire avec l'approche technologique, mais qui est indispensable, parce que comme vous le mentionniez, c'est clair que ce qui intéresse en final les entreprises, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. C'est bien de parler de techno, mais si on regarde objectivement les choses, la plupart des entreprises sont des utilisateurs, mais pas des faiseurs de techno. Donc en fait, la plupart d'entre elles vont se focaliser sur la valeur que ça peut leur apporter. Donc en fait, ces deux approches-là, elles nous ont paru intéressantes parce que effectivement, à travers les efforts qu'on a mis pour, par exemple, développer en open source un certain nombre de contributions, notamment l'Eclipse Data Connector, qui est effectivement une contribution qu'on a eue sous l'égide de la Fondation Eclipse. L'objectif, c'était de trouver un moyen de mettre entre les mains de ces consortiums
des moyens d'expérimenter les problèmes éventuels, parce qu'en général, quand on cherche à passer à l'échelle, on peut éventuellement tomber sur un certain nombre de problèmes qui n'avaient pas été anticipés au départ. Donc en fait, l'intérêt pour nous que ça a pu avoir finalement, c'est de pouvoir nous adresser à des sociétés qui étaient potentiellement des sociétés utilisatrices des services de Gaia-X, parce qu'on considère qu'effectivement, c'est important de pouvoir parler leur langage et de pouvoir s'adresser à ces sociétés-là. Donc ces efforts-là sont des efforts qui avancent très bien et qui effectivement aujourd'hui sont largement opérationnels, même s'ils ne sont pas en production bien évidemment. Donc en fait, ça démontre à l'évidence que derrière les idées de base de Gaia-X, il y a la possibilité de mettre en œuvre des choses à un niveau concret qui va pouvoir être partagé par un écosystème qui est extrêmement large et qui comprend effectivement des acteurs qui sont incontournables sur leurs différents marchés. Donc, ce que ça prouve de manière assez claire, c'est qu'il y a une attente incontestable du marché. Maintenant, il faut satisfaire cette attente. Et je pense qu'en introduction, vous avez posé la question « Où va Gaia-X ?» Donc c'est clairement un sujet auquel nous, Microsoft, on ne peut pas répondre dans le sens où on ne fait pas partie des membres fondateurs de Gaia-X et donc on n'a pas, entre guillemets, le droit à la parole quand il s'agit de prendre des décisions. Nos simples capacités sont des capacités de contribution et éventuellement d'influence technologique, mais pas au-delà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'avoue, moi, personnellement, avoir quelquefois des difficultés à lire derrière les différentes annonces, notamment au niveau de la Commission européenne. On a vu récemment l'initiative Simple qui a été lancée par la Commission européenne, qui semble représenter une sorte d'alternative à Gaia-X. Donc je sais que le président de Gaia-X a essayé cet été de se fendre d'un beau communiqué pour essayer d'expliquer les subtilités et les différences entre les deux. J'avoue personnellement avoir un peu de difficulté à comprendre. Donc je peux comprendre le cas échéant, en dehors encore une fois des membres fondateurs qui sont immergés dedans aux manettes, si j'ose dire. Je peux comprendre qu'ils aient des difficultés à comprendre et que potentiellement les clients se posent des questions sur effectivement où va Gaia-X. J'avoue personnellement ne pas savoir. Donc on contribue parce qu'on pense que de toute façon ça servira toujours à quelque chose, mais on ne sait pas dans quel cadre et qu'est-ce que finalement la Commission européenne veut vraiment faire là-dessus. J'avoue honnêtement qu'en tant que simple citoyen, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Alors, peut-être pour conclure, puisque nous arrivons au terme de cette table ronde, Olivier, je vais me tourner vers vous. Donc, Bernard soulève cette question, en fait, du politique, c'est-à-dire l'engagement politique. Et là, on sent qu'il y a quand même des choses qui ne se passent pas. Ou un des différentiels, par exemple, en Allemagne, les Länder sont impliqués financièrement dans le projet Gaia-X. En France, les régions, l'État sont peu impliqués. Est-ce qu'il ne manque pas une volonté politique ? Alors ça, c'est une excellente question. À l'échelle européenne, il ne manque pas de volonté politique, puisque Thierry Breton s'est lui-même impliqué dans le projet. À l'origine, oui. À l'origine et en continu. Donc il y a une volonté européenne sur une vision à la maille européenne. Ensuite, chacun des pays contribue et avance en fonction de ses propres politiques. L'Allemagne a effectivement beaucoup d'implications, de par sa structure par Länders, où les régions ont une plus grande autonomie de décision. En France, l'État s'est impliqué au travers de la DGE sur les GXFS, en partie. L'État s'est impliqué également avec le SIGREF, puisqu'il héberge un des plus gros hubs d'Europe, qui est le Hub France, avec un certain nombre d'utilisateurs extrêmement représentatifs. On y retrouve quasiment tout le CAC 40. Donc l'État s'implique peut-être dans différentes mesures. Est-ce qu'il manque une volonté politique ? Je ne pense pas. Maintenant, on est dans un environnement politique. Vous avez raison. C'est un projet qui a 50% technique, 50% politique. Et je ne suis pas moi-même impliqué dans les décisions politiques, ni à l'échelle européenne, ni à l'échelle française. Donc, je ne saurais répondre sur les divergences qui peuvent exister. Sauf de nous avoir indiqué les dates de novembre, où là, on va regarder avec impatience ce que Gaia-X nous réserve et des premiers résultats très concrets. Exactement. Qui sont très attendus. Exactement. Donc, merci à tous les deux.